probablement au cœur des progrès que nous devons faire en matière de renforcement du potentiel de croissance, singulièrement des économies membres de l'OCDE et singulièrement évidemment de l'Europe qui est le thème de ce bref exposé. Je crois, c'est ma première remarque, qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays avancés si on ne sait pas que nous sommes encore dans l'ombre portée de la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui, dans mon esprit, aurait pu être la crise la plus grave depuis la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous aurions pu, si nous n'avions pas eu, je parle du secteur public essentiellement, mais aussi du secteur privé, des réflexes de correction extrêmement rapides, si nous avions eu, en gros, les délais dans la prise de décision que nous avions en 1929-1930, je pense que nous aurions eu une très grande dépression dans les pays avancés, pire que celle de 29-30. Et un certain nombre de phénomènes que nous observons encore aujourd'hui, par exemple la croissance décevante, par exemple la création d'emplois décevantes, par exemple des politiques monétaires extraordinaires des banques centrales qui continuent 7 ans après le début de la crise et 6 ans après l'intensification de la crise et le dépôt de bilan de Lehman Brothers. Donc on a beaucoup de difficultés à comprendre tous ces phénomènes si on ne se réfère pas à ce phénomène unique d'une crise des pays avancés qui, encore une fois, a probablement été la plus menaçante sur un siècle entier. Einstein avait l'habitude de dire drôlement, la théorie, c'est quand rien ne marche, mais on sait pourquoi. Et la pratique, c'est quand tout fonctionne, mais on ne comprend pas pourquoi. Et il disait, en présence d'un problème particulièrement complexe, aujourd'hui, nous avons admirablement réuni théorie et pratique, rien ne marche et personne ne comprend pourquoi. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé en 2007 et 2008, et c'est la raison pour laquelle la réflexion sur l'état actuel du monde est si importante pour le monde avancé en général et pour l'Europe. Alors l'Europe, là-dedans, elle a tous les problèmes des pays avancés. Elle a tous les problèmes des États-Unis ou du Japon, l'impact de la globalisation, la poussée tectonique de l'Inde, de la Chine et de l'ensemble des pays émergents, le vieillissement plus ou moins de la population, les changements technologiques ultra rapides, la perte des rentes de situation que les pays avancés avaient avant précisément ce changement structurel de l'économie mondiale, et tous les problèmes de cohésion sociale qui vont avec des transformations extrêmement rapides qui ne plaisent guère aux citoyens des pays avancés parce qu'ils sont très rapides, trop rapides, et mus, encore une fois, par des changements structurels, des changements technologiques ou des changements démographiques auxquels nos sociétés ne s'attendaient pas. Je parle des pays avancés. L'Europe a tous les problèmes des pays avancés, plus ses problèmes propres. Et ses problèmes propres, c'est tout simplement qu'elle s'est lancée, en outre, dans une entreprise historique sans précédent historique, aussi bien en ce qui concerne l'Union européenne à 28 qu'en ce qui concerne la zone euro à 18 et 19 en janvier prochain. Et l'une des bizarreries d'ailleurs de la relation entre l'Europe et le reste du monde, c'est que le reste du monde voit que l'Europe est incroyablement ambitieuse. Quand on est à New York ou en Asie, c'est tellement visible que lancer une entreprise historique aussi audacieuse, qui n'a jamais été expérimentée auparavant, ni l'Union européenne, ni évidemment la zone euro, tout cela est considéré comme en effet très très audacieux, et il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que lorsqu'on a la crise la plus grave dans les pays avancés depuis la Première Guerre mondiale, tout le monde s'attend à ce que l'entreprise historique des Européens se volatilise, qu'elle ne résiste pas à la tension introduite par la crise des pays avancés. Vu d'Europe, jusqu'à une période assez récente, la construction européenne, c'est exactement la même. Elle allait absolument de soi. Elle allait de soi. C'était une réponse dont les Européens ne mesuraient pas l'audace extrême sur le plan historique et l'ambition extrême sur le plan à la fois institutionnel et technique. Parce que, pourquoi les Européens la voyaient-ils comme ça? Eh bien parce que, pour eux, c'était ce qui était nécessaire après 2 siècles
de conflits dramatiques, 4 guerres mondiales, dont 4 guerres continentales, dont 2 guerres mondiales, et tout ce que nous savons nous-mêmes sur les analyses que nous faisions sur la nécessité de l'Union européenne, la nécessité d'une union toujours plus importante entre les Européens pour construire sur des bases solides la paix, la prospérité et la stabilité. La crise nous a obligés, à mon avis, à obliger le regard européen à se réinterroger sur son ambition historique, sur le fait que ce n'était pas si anodin d'avoir cette ambition, ce n'était pas si aisé d'ailleurs de poursuivre cette ambition. J'ajoute que cette ambition conceptuelle qui consiste à unir les Européens de manière toujours plus approfondie était aussi une entreprise dont l'extension géographique était insoupçonnée au début. J'ai moi-même négocié le traité de Maastricht, nous étions 12 pays dans l'Union européenne et nous imaginions que peut-être la moitié pourrait participer à la monnaie unique lorsque celle-ci commencerait au plus tard le 1er janvier 1999. Nous sommes aujourd'hui 28 pays dans l'Union européenne, 18 dans la zone euro et 19 dès janvier prochain. Alors que peut-on dire de l'Europe aujourd'hui en sachant qu'effectivement elle entreprend quelque chose qui n'a jamais été essayé historiquement jusqu'à présent. Et là, je vais très très rapidement passer sur quelques points: la croissance, la menace de déflation, la gouvernance européenne. Croissance décevante, là je donne les chiffres, non pas ceux du FMI qui viennent de tomber et que je n'ai pas encore eu le temps de creuser, mais ceux de l'OCDE, après tout c'est une bonne référence. États-Unis, 14, 2,1% de croissance, 15, 3,1, 2,6% en moyenne aux États-Unis dans les années 14-15, 2,6 en moyenne par an. Zone euro, 0,8, 1,1, 1% en moyenne par an. Japon, 0,9, 1,1, 1% également. La différence est évidemment impressionnante et la comparaison n'est pas flatteuse pour l'Europe. Alors, juste un mot quand même, parce que je crois qu'il faut, tous ces chiffres doivent être pris en tenant compte de la différence démographique. Quand on transforme ces chiffres en croissance par tête, ils sont moins dramatiques. Et donc, quand on dit l'Europe est médiocre, le Japon est catastrophique et l'Amérique va beaucoup mieux, n'oublions jamais que, de toute manière, la croissance démographique joue un rôle important dans le potentiel de croissance et dans la croissance observée. La différence entre l'Europe de la zone euro et les États-Unis est peut-être de l'ordre de 0,7, 0,8. Donc la différence de 1,6 est divisée de moitié si l'on tient compte de la démographie. Je dis ça au passage, non pas pour excuser la médiocrité de la croissance européenne, mais pour dire qu'il y a probablement dans les pays avancés, en général, pas simplement chez nous, un sérieux problème. Si j'essaye d'expliquer la différence qui demeure de l'ordre de 0,8, 0,9, il y a le shale gas, et le shale gas, selon les meilleures analyses que j'ai pu trouver, pourrait expliquer une différence de 0,4% par an. Pas éternellement, mais en tout cas sur la période concernée. Ce qui, fait presque la moitié de la différence résiduelle. Et puis, je crois, il faut bien le dire, qu'il y a un prix à payer, il y a eu un prix à payer en Europe, j'espère que nous allons l'éliminer le plus vite possible, pour être, dans le 3e épisode de la crise mondiale des pays avancés, l'épicentre de la crise lorsqu'elle s'est transformée de crise des signatures privées en crise des signatures publiques. Donc quand les risques souverains sont devenus le problème des pays avancés, nous étions l'épicentre de la crise, nous, la zone euro, alors que sur les 2 premiers épisodes, les subprimes et Lehman Brothers, l'épicentre de la crise était aux États-Unis. L'épicentre de la crise a traversé en quelque sorte l'Atlantique et nous payons un prix important pour cela. Une mesure de ce prix important, c'est qu'évidemment les pays qui étaient en grand déficit de balance des paiements courants, ne trouvant plus de financement extérieur et étant incapables de financer eux-mêmes la poursuite de leur propre croissance, ont dû réduire leur déficit, les transformer d'ailleurs en excédent. Maintenant, les 5 pays qui ont été sous tension
au moment du déclenchement de la crise des risques souverains en 2010 et 2011. Ces 5 pays se retrouvent maintenant avec un excédent de la balance des paiements courants alors qu'ils avaient un déficit de l'ordre de 8 ou 9%. Si je prends la zone euro dans son ensemble, elle est passée de 0% ou 0,1% en 2011 à 2,4% d'excédent de balance des paiements courants en 2013. Donc on voit qu'une assez large partie du résidu, si je puis dire, de différence de croissance est probablement due au fait que notre propre maladresse, car je n'ai aucun doute sur le fait que la gouvernance économique et budgétaire de l'Europe a été très défaillante avant la crise, notre propre maladresse a fait que nous avons encore un prix à payer en termes de croissance pour cette maladresse de notre gouvernance. On peut évidemment, et on doit, quand on est à l'OCDE, mentionner également l'absence de réforme structurelle qui fait que, par rapport à la flexibilité de l'économie américaine, on en avait encore il y a un instant une démonstration un peu douloureuse par rapport à la flexibilité de l'économie américaine, les économies européennes en général et l'économie de la zone euro en particulier sont dans une situation qui reste évidemment assez inflexible. Il y a un prix à payer en termes de croissance pour cela, comme il y a un prix à payer pour ne pas avoir le bénéfice du shale gas, comme il y a un prix à payer pour les autres défauts que nous avons démontrés dans le passé. Bon, il est évident que nous ne pouvons pas tolérer que la gouvernance européenne soit aussi médiocre à l'avenir qu'elle l'a été dans le passé. Et de ce point de vue-là, beaucoup a été fait, je dois dire, renforçant la gouvernance budgétaire. Le pacte de stabilité et de croissance a été renforcé assez considérablement et on a renversé la charge de la preuve. On a introduit un nouveau pilier de gouvernance qui était indispensable et qui consiste à suivre les différences de compétitivité entre les différents pays de la zone européenne. En français, on dirait procédure de surveillance des déséquilibres macroéconomiques, des déséquilibres excessifs macroéconomiques. En anglais, Macroeconomic Imbalance Procedure. Ce sont des 2 piliers qui sont d'une importance extrême si l'on veut être raisonnablement sûr que la zone euro exprime à l'avenir son vrai potentiel de croissance et ne se retrouve pas entravé par un stop-and-go qui serait lié à des problèmes spécifiques qu'une partie de la zone euro aurait. Je dis bien une partie de la zone euro, comme vous le savez, sur les 18 ou 19 que nous serons dans très peu de mois, 5 pays ont été sous la menace immédiate disons des épargnants et des investisseurs du monde entier. Seulement 5. Mais ces 5, d'abord qui constituaient à peu près 40% du produit intérieur brut de la zone euro, ont réussi à entraver tout le développement de la zone euro. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre. Quand on partage une monnaie unique, on a des relations qui sont beaucoup plus étroites qu'on ne le soupçonne, et il est nécessaire qu'il y ait une gouvernance européenne qui revêt maintenant la forme d'une gouvernance budgétaire qui reste absolument nécessaire si l'on veut éviter des problèmes individuels et collectifs, une gouvernance en termes de surveillance des déséquilibres de compétitivité relative entre les différents pays, une surveillance de l'union bancaire, qui est une 3e dimension qui a été créée dans la crise, comme a été créé le MIP dans la crise. Et je dois dire que l'un des problèmes principaux qui se posent à mes yeux, c'est que ce formidable renforcement de la gouvernance européenne n'a pas été, du moins dans mon analyse, accompagné d'un renforcement de la légitimité démocratique des décisions qui sont prises au niveau du centre de l'Europe. Et de ce point de vue-là, on peut s'interroger sur les voies à suivre. Elles ne sont pas très faciles, ces voies à suivre. Certains auraient tendance à préconiser de faire un saut qualitatif très important et de créer un embryon de fédération budgétaire, de donner beaucoup plus de responsabilités à l'Europe et aux institutions européennes, et bien entendu aussi au Parlement européen, élu par le suffrage universel. D'autres disent que c'est difficilement pensable et que politiquement il est très très difficile d'imaginer de faire un tel saut. Je me réfère à
des suggestions toutes récentes d'ailleurs, notamment du chancelier Schmitt et de Valéry Giscard d'Estaing qui viennent de publier un livre. Mais d'une certaine manière, tout cela est en filigrane dans les travaux qui ont été faits par les différents présidents des institutions de l'Union européenne et qui ont été présentés par le président Van Rompuy. On peut imaginer d'autres solutions. Je vous en propose une dont je ne suis pas du tout sûr qu'elle ait plus de chances de s'incarner, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faudra renforcer la légitimité démocratique des décisions qui sont prises au centre de l'Europe. Cela me paraît absolument indispensable. L'idée à laquelle on peut songer consisterait à ce que lorsqu'il y a débat, différents, contradictions entre ce que recommande le centre de l'Europe, c'est-à-dire le Conseil et la Commission, et ce que veut ou peut faire un pays membre de la zone euro, on pourrait imaginer d'en référer au Parlement européen dans la formation zone euro, bien sûr, donc les élus du peuple de la zone euro, en liaison étroite avec le Parlement du pays concerné, et le dernier mot serait donné aux représentants du peuple. Alors, il me semble que là, on respecterait le principe de subsidiarité, puisque ça ne serait activé que dans des cas absolument exceptionnels, où les autres pays considèrent que l'un d'entre eux risque de mettre en cause la cohésion de l'ensemble de la zone euro, donc c'est vraiment dans des cas tout à fait exceptionnels, principe de subsidiarité. Le principe démocratique serait respecté, puisque ce seraient les élus du peuple qui décideraient en dernière analyse. Et enfin, nous aurions une décision effective. Parce que pour le moment, comme vous le savez, en cas d'absence de décision allant dans le sens souhaité par les institutions européennes, il n'y a pas de principe pour trancher, et tout ce que l'on a, ce sont des sanctions qui n'ont jamais été appliquées et qui sont elles-mêmes des amendes, les amendes apparaissant évidemment comme étant un peu surréalistes si le problème posé est celui d'un pays qui se comporte tellement mal qu'il va lui-même être en cessation de paiement un jour ou l'autre, et donc poser des problèmes à l'ensemble de la zone euro, et pas simplement à lui-même. Donc voilà le point essentiel, à vrai dire, sur lequel je voulais insister, c'est-à-dire que nous avons de facto avancé considérablement dans l'union politique, sans nous en rendre compte trop, et parce qu'il fallait bien répondre à la crise internationale dans laquelle nous avons été plongés, et dont nous avons été l'épicentre depuis 2010. Depuis 2010, la zone euro est l'épicentre de la crise internationale des pays avancés. Je considère que c'est toujours une crise des pays avancés. La signature de tous les pays avancés pourrait être mise en cause. D'ailleurs, on a vu des downgrading de Standard & Poor's portant sur la première signature du monde. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de tabou de ce point de vue, mais nous avons été à l'épicentre de cette crise. Et donc, si vous le permettez, je voudrais, en conclusion, dire que nous avons un problème absolument majeur qui consiste à faire de la zone euro, qui a prouvé une résilience exceptionnelle dans la crise, puisque, vu, je simplifie, d'Asie ou du nouvel hémisphère, la probabilité que l'euro disparaisse et que la zone euro se volatilise était considérée à certains moments, et certainement en 2010, 2011 et 2012, comme étant extrêmement forte. Or, ce que nous avons observé, et là c'est un test en vraie grandeur, un stress test en vraie grandeur, c'est que l'euro lui-même en tant que monnaie, non seulement ne s'est pas volatilisé, mais qu'il a été constamment considéré comme crédible par l'ensemble des épargnants du monde entier, même au point d'être considéré comme trop fort, ce qui était paradoxal pour une monnaie appelée à disparaître. Et la zone euro elle-même a conservé les 15 pays qui étaient membres de la zone euro. Les 15 ont refusé de quitter la zone euro, y compris ceux qui étaient dans des périodes extrêmement difficiles de crise. Et 3 nouveaux pays nous ont rejoints après Lehman Brothers. C'est pour cela nous sommes maintenant 18, et un nouveau pays va nous rejoindre, comme je l'ai déjà dit. Donc, comme démonstration de la résilience du concept de la zone euro, du concept de la monnaie unique, je crois qu'il est difficile de trouver mieux. Mais c'est un succès, disons, de solidité stratégique. Ce n'est pas le succès de croissance et de création d'emplois dont nous avons absolument besoin pour démontrer que notre entreprise politico-stratégique
est une entreprise gagnante sur le plan de la croissance et de la création d'emplois. Et pour ça, je suis convaincu qu'il faut bien entendu renforcer la gouvernance, avoir la légitimité démocratique dont nous avons besoin pour solidifier cette gouvernance et la rendre complètement légitime. Et bien entendu, il nous faut faire les réformes structurelles que l'OCDE appelle de ses voeux avec beaucoup de justesse. Merci de votre attention. Thank you, and thanks for this explanation.